Salut à tous, c'est Hunter404 et je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Zone 404 pour vous parler du chapitre 394 de Hunter x Hunter. Concernant ce chapitre, il faut savoir une chose, c'est que à la fois il a été très bien accueilli par la communauté et à la fois assez mal accueilli par une autre partie de la communauté. Ça vient en partie du fait que c'est un chapitre qui est extrêmement dense, d'un point de vue information, d'un point de vue personnage, d'un point de vue intrigue. Grosso modo, tout ce qui se passe, c'est absolument le bordel dans tous les sens du terme. Et ça donne lieu à des situations qui, en fait, amènent un flot d'informations tellement important que, j'ai envie de vous dire, ça donne des pavés de texte monstrueux et on se perd complètement dans les lectures si on n'est pas un minimum attentif. Quoi qu'il en soit, ce chapitre, il demande vraiment beaucoup d'efforts et de recul pour être analysé à sa juste valeur. Si on commence un peu plus à rentrer dans les détails du chapitre, on avait vu justement que dans ce chapitre-là, ça donnait suite à l'irruption des deux chefs de mafia, enfin sous-chefs de mafia plutôt, de Sha et Shu, que sont Inrigi du coup et Wang, qui arrivaient justement dans la pièce, du coup 3101 je crois, où ils suspectaient que c'était potentiellement le repère du clan Hailey qu'ils traquent sans cesse. Et ils arrivaient devant cette espèce de vieillard extrêmement suspect qui leur répétait 3 fois une phrase à l'identique, ce qui ressemblait vraiment coup pour coup à une condition de naine. Et c'est pour ça qu'en fait, ils osaient pas rentrer dans la pièce parce qu'ils se disaient, on sait pas ce qui va nous arriver. Étant donné que le caporal qui les a amenés là est rentré et a complètement disparu de la pièce. Et voilà, Inrigi n'est pas dupe. Il s'est empressé du coup de littéralement envoyer un couteau directement sur le vieux, du coup, qui voilà, fait semblant d'avoir mal. Et c'est juste après qu'on se rend compte, du coup, que ce vieux-là, en fait, c'était tout simplement une illusion, on va dire, une partie d'une naine de quelqu'un qui, en fait, était juste mis en place pour les entraîner dans la pièce. Cette pièce les aurait catapultés justement dans une espèce d'endroit un petit peu capitonné où ils auraient été attaqués par le clan Hailey. Et en fait, c'est suite à ce truc-là, où en fait déjà on voit un genre de Tonpa 2 qui au final se dit ah ben, je viens de voir que des gens qui rentrent dans cette pièce n'en ressortent jamais, il leur arrive probablement des dingueries et tout, je vais aller faire quoi? Je vais aller ramasser les couteaux de mon maître. Et du coup, il rentre. Alors, je vous avoue, ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit, mais c'est quand même ouf de recruter des incompétents pareils dans des mafias, enfin bref, passons. Et en fait, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire les premiers aspects de méfiance de Inrigi vis-à-vis du clan Sha et surtout de Wang, parce qu'en fait, Inrigi, on le voit bien, il commence à se dire, attends, mais le clan Sha a des liens avec la brigade depuis un petit moment, ils nous ont rien dit, ça sent pas bon, quoi. Clairement, quand un de vos concurrents que vous tenez en respect commence à se renforcer, vous vous dites, c'est pas bon, ça sent pas bon, il y a un problème. Et en fait, ça ne fait que se renforcer quand Inrigi et du coup Wang parlent un petit peu plus. Et en fait, Wang lui avait expliqué du coup que la brigade avait résidé quelque temps dans leurs locaux. Et forcément, Inrigi, ça le tend tout de suite parce qu'il se dit attends, mais il y a des choses que j'apprends que maintenant sur le fait qu'on m'a caché, et surtout il sait pas ce qui s'est passé, il sait pas ce qui s'est dit, et il se dit peut-être que si ça se trouve, depuis le début, Wang est en train de mener un truc de son côté, où il se met la brigade sous son aile, sous sa poche, pour ensuite faire table rase du clan Hailey, et ensuite faire table rase du clan du coup Shu, et voilà, c'est normal que Inrigi se pose des questions, et voilà, soit extrêmement méfiant vis-à-vis de Wang. Et c'est la raison pour laquelle il dit qu'il va mener ses propres recherches, parce que je pense qu'il veut savoir de son côté s'il peut véritablement se fier au clan Sha. Suite à ça, on avait du coup Tonpa 2, on va à nouveau l'appeler comme ça, qui arrive du coup, qui déboule dans cette espèce de pièce, où en fait c'est juste un traquenard, il se fait tout simplement assassiner par des membres qu'on avait déjà vus du clan Hailey, qui continuent inlassablement de monter de niveau grâce au pouvoir octroyé par Morena, ce qui les rend encore plus menaçants au fur et à mesure que le temps avance et que les victimes se font, pardon. Et petit à petit, voilà, ils développent tous des naines différents. On voit même qu'ils ont un système assez complexe, mine de rien, où voilà, ils s'occupent de faire venir les personnes dans leurs pièces secrètes par le nez de l'émission.
il les tue, puis après il les amène directement dans un truc extrêmement glauque où voilà, ils ont carrément des personnes qui sont engagées pour découper les corps, les faire disparaître dans des grands fourneaux, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez sordide. Et c'est là où directement on s'est rendu compte que on arrive directement dans le bureau de Morena. Et c'est la... On va dire, c'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois où on voit Morena qui parle un petit peu plus de ses plans, qui parle un petit peu plus de ce qu'elle compte faire. Et forcément, on se rend compte qu'elle est extrêmement intelligente, parce que elle met en place toutes les personnes dont elle a besoin pour capturer une personne qui soit proche du prince Terinich, parce qu'on rappelle que Morena a trahi Terinich, du coup. En gros, elle veut capturer quelqu'un du groupe, enfin de la garde rapprochée de Terinich, du coup, pour lui insuffler son haine de contamination, de sorte à ce qu'elle puisse avoir un lien en permanence de visu et auditif, c'est-à-dire vraiment savoir exactement ce qui va se passer dans l'entourage de Terinich. Ça lui donnera un énorme avantage pour déjà ne pas se faire avoir par lui, et aussi pour également le contrer. Et en fait, elle recrute, enfin, elle recrute pas, mais elle va mettre en place, entre guillemets, tout son échiquier autour de la capture, du coup, d'une personne proche de Terinich. Je pense que vous vous doutez que l'étau commence à se resserrer autour de Theta, parce que Theta est potentiellement la personne la plus proche actuellement de Terinich. Et du coup, tout se porte à croire que Morena va engager un groupe qui sera mené par quelqu'un qui a l'air extrêmement compétent en la matière, qui s'appelle Dogman. On ne sait absolument rien de lui, mais en tout cas, il a assez de recul pour se rendre compte, contrairement à Luini, qu'il a besoin d'encore de plusieurs niveaux en plus, jusqu'au niveau 50, pour réussir ce forfait. Et donc, en fait, tout l'échiquier de Morena se met en place pour mettre la main sur une personne proche de Terinich, et on suppose du coup Theta. Vous vous doutez bien que Terinich ne va pas, si cela arrive, prendre ça à la légère, étant donné que il a l'air, j'ai envie de vous dire, d'avoir beaucoup de sympathie envers Theta, alors qu'elle lui a menti. Mais je pense que c'est parce qu'il commence à, on va dire, changer à ce niveau-là. Il commence à être fasciné par le personnage qui est Theta, qui en plus, au final, lui apprend quelque chose qui lui sera extrêmement utile, à savoir, Theta lui apprend le Nen. Ensuite, du coup, on arrivait directement sur le passage où Inrigi regardait les images qu'il avait pu capter, parce qu'il faut savoir que Morena, du coup, avait conseillé à ses gardes de ne plus passer par la salle piégée, parce que forcément maintenant elle était découverte, mais elle leur a conseillé de passer par le passage C300 quelque chose, et Inrigi avait prévu ça. Avec son chat caméra, il l'avait déjà placé à cet endroit-là, on l'avait vu auparavant, donc là il va avoir accès à des images qui vont lui montrer les passages du clan Ailey, ça va lui donner de précieuses informations. Et là, c'est vraiment dans cette partie du scan du chapitre 394 qu'on rentre dans quelque chose qui est à la fois extrêmement complexe et à la fois extrêmement important, parce qu'on commence à faire la connaissance de gardes d'une milice privée, du coup, on ne sait pas encore laquelle, mais d'une milice privée qui, visiblement, a l'air d'être extrêmement bien renseignée et a l'air d'être extrêmement compétente, ce qui est pour le coup assez surprenant, déjà. Et surtout, ces gens-là sont assez étranges, et vous allez comprendre là où je veux en venir. En fait, quand ces gardes de milice, du coup, défoncent la porte, ils se rendent compte que une partie du clan Shah a été décimée, donc ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents. Et en fait, le rapport que peuvent faire les soldats et l'officier, du coup le caporal, c'est quelque chose qui est assez alarmant, dans le sens où, en fait, ils se rendent compte que les membres du clan Ailey, enfin une partie des membres du clan Ailey, ne figurent sur aucune liste accessible par l'armée ou par la mafia. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne figurent pas sur ces listes-là, ça veut dire que ce sont des civils, ils sont déclarés en tant que civils, et donc soumis techniquement à aucune règle par rapport à la mafia ou par rapport à la police. Et en fait, ça va venir compliquer énormément les affaires du coup de la police ou même de la mafia. Et parce qu'en fait, la police tout simplement doit gérer des soi-disant assassinats qui voilà, sont perpétrés sur des civils par des mafieux. Et en fait, la police a beaucoup de mal à justifier ce genre de choses du point de vue du peuple du Black Whale et de l'association des Hunters. Et entre autres, c'est hyper intéressant comme choix de la part du clan Ailey, c'est un choix stratégique, parce qu'en fait, ça leur permet de brouiller les pistes, à la fois devant la police, qui en fait ne doit pas faire de bavure, tout simplement. C'est-à-dire que il faut vraiment qu'ils fassent en sorte
qu'ils ne trouvent pas, entre guillemets, des mafieux qui fassent des assassinats sur des civils, parce que là, ce serait littéralement l'anarchie. Et en même temps, c'est un choix stratégique très intéressant dans la mafia. Pourquoi ? Parce que dans la mafia, normalement, c'est comme pour les Yakuza, il n'y a pas vraiment un code d'honneur, mais toutes les personnes sont recensées, de manière à ce que s'il y a un problème entre chaque, eh ben, ils s'arrangent entre eux et ils évincent la personne qui a fait de la merde, etc. Là, le problème, c'est que si un clan d'une des trois mafias a des membres qui ne sont pas reconnus, eh ben en fait, ça veut dire que ces membres-là ont littéralement pignon sur rue, ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent, sans avoir de risque de conséquences derrière. Pourquoi ? Parce que on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est. Et ça, c'est un vrai problème pour les deux autres mafias. D'ailleurs, au final, les gardes qu'on peut voir ici ont l'air renseignés au point de connaître au moins un, mais je pense aussi les autres, de connaître l'existence du naine. Et ce qui est drôle au final, c'est que le caporal, lui, ne le connaît pas, ne connaît pas l'existence du naine. Et en fait, en gros, le truc, c'est qu'ils se rendent compte que Tserinich n'est pas forcément occupé à traquer Morena pour le moment, parce que, justement, il est occupé à se familiariser avec le naine, avec Theta, et c'est un peu ça qui va le distraire dans ce qu'il fait. Et c'est vraiment quand on arrive sur une page monstrueusement abondante de texte qu'on se rend compte qu'en fait, ces soldats, qui ont l'air de rien, j'ai envie de vous dire, enfin, qui ont l'air d'être de simples soldats d'une milice privée, ben en fait, ils sont bien plus intelligents qu'ils n'ont l'air de l'être, et bien plus renseignés que beaucoup d'autres personnes sur ce qui se passe vraiment sur le Black Whale. Et en fait, c'est de leur bouche eux-mêmes qu'on apprend que la police en elle-même est corrompue. Et en quoi elle est corrompue ? En fait, elle va falsifier les registres qui s'occupent de gérer, du coup, les registres de médecins légistes qui s'occupent de gérer l'heure, la date précise du décès, le lieu du décès, etc. Et en fait, le médecin légiste s'occupe de falsifier ces documents et ces paramètres de sorte à ce que tout coïncide et rien ne porte à croire qu'il s'agit potentiellement d'assassinat. Et en fait, c'est quelque chose de très grave parce que c'est littéralement la police en fait qui dissimule et qui camoufle des informations qui sont fausses, juste en fait pour ne pas froisser l'opinion publique et ne pas faire de bavure. Sauf que si l'association des Hunters, qui va sûrement au final fourrer son nez dans ses affaires, se rend compte de ça, ils devront répondre de ça et ça peut vraiment conduire à des conséquences dramatique. Le problème, c'est que l'association des Hunters est tellement occupée dans la gestion de la succession de l'Empire de Kakin qu'au final, elle aurait, j'ai envie de dire, presque pas le temps de s'occuper vraiment de si la police fait bien son travail. Et en fait, c'est pour cela, du coup, que la police s'occupe de camoufler la vérité concernant les guerres entre mafias. Et tout ça, je rappelle, c'est à cause du clan des Hailey, qui n'ont pas respecté le pacte entre mafias, et qui ont littéralement et froidement assassiné les grosses têtes pensantes du clan pour les remplacer par des nouvelles recrues. Comme ça, vous avez des personnes avides de pouvoir qui peuvent se permettre de tuer et de faire des horreurs sans qu'elles soient inquiétées, répréhensibles, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur identité. C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que depuis que le prince Tserinich se familiarise au naine, en fait, il se focalise même plus sur véritablement son objectif qui à la base était de supprimer Morena, qui l'a trahi, qui est une fille illégitime du coup du même père. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que ces gardes-là, qui semblent très bien renseignés, en fait, ils ont l'air de connaître certains aspects du quatrième prince Tserinich, et certains aspects même assez insidieux, c'est-à-dire, on se rend compte au final que ces soldats ont l'air même beaucoup plus proches de Tserinich qu'on pourrait ne le penser. Et d'ailleurs, au final, on a même des anecdotes qui parlent de Tserinich quand il était en 7e année d'école militaire, et au final, le masque tombe, j'ai envie de vous dire, c'est que cette milice privée, c'est une milice au final qui est proche du prince Tserinich, et les soldats qu'on peut voir ici, on se rend compte que ce sont des soldats qui ont côtoyé Tserinich pendant ses études, et qui, de cette manière, ont eu un lien extrêmement particulier avec lui, parce qu'ils ont grandi et mûri avec lui. En fait, la chose très intéressante aussi, c'est que les soldats se rendent compte que le prince Benjamin, le premier prince, en fait, lui, il aurait tout intérêt à supprimer absolument toutes les mafias, étant donné que les 3 grosses mafias appartiennent à des princes qui, au final, sont des concurrents à lui directement.
Donc son plus gros intérêt, en fait, serait littéralement d'éliminer, d'anéantir toutes les mafias. Et ce qui, de base, en fait, par sa milice, Benjamin a moyen de pouvoir littéralement avoir un contrôle sur énormément de choses qui se passent dans les étages inférieurs. Et une chose qui pourrait amener à savoir le déroulé de l'opération, donc si Benjamin se met en marche pour éliminer absolument toutes les mafias, le détail qui pourrait les aider à savoir comment ça va se procéder et pourquoi, ça serait de demander des renforts de l'armée de Kakin pour certains endroits, entre autres où il y aurait une suspicion de massacre, et au fur et à mesure qu'on voit si les renforts sont acceptés ou non, donc ça voudrait dire effectivement que si l'armée ne veut plus envoyer des renforts à un endroit précis, ça signifie que ça pourrait porter préjudice à une potentielle attaque, par exemple, du prince Benjamin qui voudrait liquider toute la mafia. En gros, ils n'accepteront jamais d'envoyer suffisamment de renforts à un endroit qui pourrait compromettre l'opération de Benjamin. Et c'est vraiment dans cette planche-là qu'on se rend compte que, au final, ces soldats, qui sont maintenant, on le constate, des proches de Tserinich pendant ses études à l'armée, en fait, c'est une amitié extrêmement particulière, et j'ai presque envie de vous dire qui, dans un sens, est extrêmement belle, parce que ce sont des personnes qui, en fait, sont des amis, mais sont plus dans la dévotion que dans l'amitié. C'est-à-dire que c'est une amitié rare, dans le sens où ces soldats se rendent compte de ce qui est le mieux pour le prince et pour leur ami, et en fait s'en tiennent rigueur sans prendre en compte leur intérêt personnel et ce que eux ils éprouvent. Et en fait c'est un message qui est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'au final, ces soldats-là, ils se contentent de rester à un grade assez éloigné pour ne pas interférer dans les décisions, les prises de position de Tserinich alors qu'il est au sommet, parce qu'ils estiment que si c'était le cas, s'ils étaient au chevet de Tserinich pour le conseiller et lui remettre peut-être les idées en place, que ça pourrait influencer et porter atteinte à ses différents choix et à ce qui pourrait être. Et en fait, cette prise de conscience, c'est absolument incroyable ce que nous propose Togashi dans ce scan. Et pour en finir avec ce scan, en fait, on retrouve juste après les soldats qui débattent de ce qui s'est passé. Et c'est là où on se rend compte que beaucoup d'infos qui tiennent, effectivement, ils les tiennent d'une personne qui est proche du prince, qui est proche de Theta, et en l'occurrence, ils les tiennent d'une personne qui s'appelle Vogsen, qu'on avait déjà abordé. Cette personne-là, c'est un peu celle qui fait le lien, justement, entre les étages du haut avec Tserinich et Theta, et les étages du bas où sont, du coup, les soldats. Et en fait, ils se rendent compte que, voilà, que Morena, effectivement, commence à se douter qu'elle possède le naine, qu'elle est extrêmement dangereuse. Et on va dire, ce qui est compliqué de la part de Vogsen, c'est que Vogsen, son rôle, c'est à la fois, sous on va dire, l'invectif du prince, d'essayer de trouver et de débusquer Morena. Le problème, c'est que dans son rôle officieux, plutôt, elle sait qu'elle ne doit pas le trouver. Pourquoi ? Parce que les soldats ont convenu ensemble que c'est extrêmement dangereux de commencer à s'intéresser et à chercher cette femme-là, étant donné que, justement, elle ne cherche, j'ai envie de vous dire, qu'à être retrouvée. Elle ne cherche qu'à nuire à Tserinich. Et en fait, ils se rendent compte, ces soldats-là qui sont proches de Tserinich, ils se rendent compte que plus Morena est loin du prince, mieux il se portera. C'est pour ça que leur rôle est extrêmement compliqué, parce que, étant donné que ces soldats veulent du bien au prince Tserinich, ils se rendent compte que lui apporter du bien et de la protection, c'est au final de s'en éloigner, ce qui est quand même assez paradoxal. Et c'est là toute la profondeur de ce chapitre, c'est qu'on se rend compte qu'on peut être encore plus fidèle qu'un autre par rapport à quelqu'un, en faisant des choix et des choses qui, quand on le regarde, on se dit, non, c'est pas quelqu'un qui est fidèle, c'est pas quelqu'un qui va protéger cette personne. Mais dans les faits, si on analyse un peu plus profondément, on se rend compte que, littéralement, ces soldats-là, ils portent un amour et un sens du devoir envers Tserinich
qui est au-delà de la compréhension humaine. C'était cette petite analyse et review du chapitre 394. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse de Hunter x Hunter.